Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vois que les participantes, les participants continuent à s'ajouter. On est autour de 55, donc merci de vous être levés tôt. Si vous êtes en Alberta ce matin, je suis Valérie Lapointe-Gagnon, la présidente de l'ACFAS Alberta, et ça me fait extrêmement plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à notre panel qui est l'avant-dernier événement de l'ACFAS Alberta en mars. J'aimerais aussi souligner le fait que nous sommes aujourd'hui le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes et non la journée de la femme. Donc, pour rappeler qu'il y a encore énormément de travail à faire pour atteindre l'équité et c'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, je vous invite à continuer à suivre les activités de l'ACFAS Alberta pour le printemps sur les réseaux sociaux, à la fois sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des questions et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Un merci tout particulier à nos invités, Grand Chef Siwi, Wina Siwi, Anna et Anwin, qui ont accepté avec beaucoup de générosité de vous parler aujourd'hui de leur expérience et de leur expertise. Un immense merci aussi à Pierre Rousseau qui a rendu tout ça possible et à Eva Lemaire, ma collègue en éducation, qui a accepté d'animer la table ronde d'aujourd'hui. Donc sur ce, Eva, je te cède la parole. Merci beaucoup Valérie pour le mot d'accueil. Bonjour tout le monde. Donc comme a dit Valérie, mon nom est Eva Lemaire. Je suis professeure en éducation puis je vais animer cette rencontre. Un grand merci à tout le monde, Valérie, Pierre, Nicole Garzon, Laura Pelletier et à nos invités bien sûr que j'ai hâte de vous présenter un peu plus. Notre conversation aujourd'hui, elle va se baser sur le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Alors, ce rapport qui est paru en 2019 nous enjoint, je cite, à faire tomber les obstacles systémiques, à mettre fin à la violence et à créer des espaces plus sûrs pour les femmes, les filles et les personnes 2E LGBTQIA autochtones. Alors, 2 ans après la parution de ce rapport, où est-ce qu'on en est et quelle forme prend notre engagement? Alors, on va avoir 4 invités que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant d'aller plus loin dans les présentations, je voudrais prendre le temps de reconnaître les terres visées par le traité 6, où se trouve notre université, l'Université de l'Alberta, et plus largement les territoires ancestraux et traditionnels des Cris, des Dénés, des Pieds-Noirs, des Saulteaux, des Sioux-Nakota, ainsi que des Métis. Alors, il est important pour nous de faire cette reconnaissance de territoire pour exprimer notre gratitude envers ceux dans le territoire et l'endroit où nous résidons, et aussi pour renouveler notre engagement dans la relation. Alors, dans le cadre de cette conversation qu'on va avoir aujourd'hui, on a 2 étudiantes de l'Université de l'Alberta, comme l'a dit Valérie, Anna et Anwin, qui vont nous parler pendant une dizaine de minutes de leur propre engagement en solidarité avec les femmes autochtones. Et nous aurons ensuite la chance d'entendre le grand chef émérite de la nation Huron-Wendat, Conrad Siwi, qui va partager aussi sa présentation et son temps de parole avec sa nièce Wina Siwi, qui, comme vous le verrez, a été impliquée beaucoup dans la commission et nous avons hâte d'entendre leurs perspectives. Alors, quelques mots sur Anna et Anwin avant de leur donner la parole. Anna et Anwin, certains d'entre vous les connaissez peut-être, elles ont déjà participé à des journées de l'ACFAS auparavant. Ce sont des anciennes des écoles Sir George Simpson et Paul Kahn à Saint-Albert. Et leur engagement a commencé très tôt parce que lorsqu'elles étaient en 9e année à l'école Sir George Simpson, donc elles se sont intéressées à la cause des femmes autochtones. Elles ont organisé une pétition pour réclamer une commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Et elles ont recueilli une centaine de signatures de la part des étudiants, de leurs parents, et la pétition a été envoyée ensuite à l'honorable Justin Trudeau. Et par la suite, alors qu'elles étudiaient à l'école secondaire Paul Kahn, Anna et Anwin ont continué leur travail de conscientisation sur les défis rencontrés par les femmes autochtones en organisant une marche de solidarité en juin 2007 et une marche qui a très bien fonctionné dans la communauté et à Saint-Albert et au-delà. Anna est métisse et très fière de son héritage et elle étudie présentement au département de Native Studies ici à l'université. Et Anwin est étudiante en biologie à l'Université de l'Alberta. Et toutes les deux ont un engagement à travers le Wisdom and Guidance Council de la Commission scolaire publique de Saint-Albert. Alors, Anna et Anwin, vous avez la parole jusqu'à 8h55.
9 heures. Est-ce que ça vous va? C'est parfait. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je vais juste partager mon écran une seconde. Moi, c'est Anne-Wayne. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Parfait. Donc, comme Eva a dit, Hannah et moi, nous sommes très intéressés dans le problème des femmes autochtones disparues et assassinées. Juste une petite introduction. Pendant des dizaines d'années, des femmes autochtones ont disparu de leur foyer, de leur famille, de leur communauté. Et jusqu'à maintenant, pendant ces années, leurs familles en peine ont vu très peu de reconnaissance envers le problème et encore moins d'actions entreprises pour y remédier. Moi-même, avant la 9e année, je n'étais pas très au courant de ce problème et je suis très reconnaissante envers Hannah de m'avoir appris comment grand un problème c'est, comment c'est difficile. Je suis très reconnaissante envers elle. OK. D'après un rapport de la GRC, ceci est le nombre de femmes autochtones disparues et assassinées depuis entre... je ne sais pas comment dire. 1960. 1960. OK, oui. Et 2014. Depuis 2021, le nombre de ces femmes disparues est plus que 5000. Pour mettre ce chiffre en perspective, ce serait comme si tous les élèves d'une école secondaire disparaissaient. Ce nombre est sûrement plus grand aujourd'hui. Avec un nombre si grand, quelqu'un devrait s'en apercevoir. Quelqu'un devrait prendre d'action. Pourtant, peu de jeunes étaient au courant de ces cas pendant longtemps, et c'est seulement dans les années 2000 que le gouvernement canadien a pris sa première action officielle concernant les femmes autochtones disparues et assassinées. Oui. Donc, notre pétition, quand nous avons appris un peu plus sur la question des femmes autochtones disparues et assassinées en 9e année, on a réalisé 2 choses. Premièrement, à nos yeux, les actions prises par le gouvernement n'étaient pas assez importantes vu l'étendue de la question. Et aussi, très peu de nos pairs étaient au courant de l'étendue ou de l'importance de la question des femmes autochtones disparues et assassinées. Donc, on s'est demandé comment peut-on agir si peu de personnes sont au courant de la cause. Donc, nous avons fait une pétition dans le but de demander au gouvernement d'accorder plus d'importance à la question des femmes autochtones disparues et assassinées, tout en éduquant ceux qui nous entouraient dans notre école. Nous avons fait des présentations lors des assemblées scolaires et circulé dans les classes et lors des rencontres parents-enseignants pour récolter des signatures. À la fin de ceci, nous avons non seulement réussi à obtenir plus de 900 signatures, mais aussi à informer les autres élèves, les parents et les membres de notre communauté de cette cause qui nous tient à cœur. Quand nous avons envoyé la pétition à Ottawa, nous l'avons accompagnée par une lettre qui expliquait notre but au Premier ministre. Nous lui avons demandé de mettre en place son enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, aussi vite que possible, mais aussi d'en faire une priorité de son gouvernement. Nous voulons que nos dirigeants fassent leur possible pour agir et éduquer le public canadien sur cette question. Notre requête s'est rendue au Premier ministre avec les signatures de tous ceux qui nous supportent. Yeah. Donc, finalement, il y a 3 ans après avoir envoyé la pétition, nous avons pensé à une façon de continuer notre engagement envers cette cause et d'encourager les autres à y participer aussi. Nous l'avons appelé We the People ou Nous le peuple. Et on voulait que ce soit une façon de créer un mouvement d'action comme un peuple ensemble. Et donc, Nous le peuple, nous voulions trouver un moyen d'engager notre communauté dans les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada pour qu'ils deviennent une réalité. Et en mettant l'emphase sur l'appel à l'éducation sur notre histoire commune
et de ses effets aujourd'hui, nous avons pris action. Donc, en 2018, nous avons organisé une marche pour sensibiliser les membres de notre communauté et pour montrer notre support envers les femmes autochtones disparues et assassinées. Elle a eu lieu à Saint-Albert-en-Juin pendant les événements pour la Journée nationale des peuples autochtones. Environ une centaine d'étudiantes de notre école et d'autres membres de la communauté y ont participé. Nous avons continué à éduquer les autres à propos de l'importance de la cause, encore une fois en 2019, en tenant une deuxième marche, comme la première. Malheureusement, la marche n'a pas pu continuer l'année passée à cause de la pandémie. On n'avait pas le droit d'avoir autant de personnes en même temps, malheureusement. Donc, nous espérons que ceux qui ont participé dans le passé, même si la marche n'a pas pu continuer, tiennent encore la cause des femmes autochtones disparues et assassinées à cœur. Nous espérons qu'ils y songent encore. Et aussi, nous espérons que nous pourrons continuer notre travail bientôt. Et ici, voici quelques images de la marche qu'on a faite. Nous étions très contentes du nombre de personnes qui sont venues. Et je veux juste dire un grand merci à M. Rousseau, qui nous a beaucoup aidés. Et aussi à Hannah et sa famille, qui ont été vraiment très importants à nous aider à organiser tout ceci. Je pense que c'est tout ce qu'on avait planifié. Oui, Hannah? Parfait. Donc, si vous avez des questions, si on a encore du temps, Eva? Oui, je pense que ce qu'on pourrait faire peut-être, si vous êtes d'accord, c'est que tout le monde garde ses questions pour les poser à la fin sur une grande période de questions-réponses, un peu plus grande. Ça vous Oui, va, parfait. Anne? Oui, OK. Alors, merci beaucoup de nous avoir commencé à évoquer votre propre engagement au niveau local. Et puis, nous allons maintenant enchaîner avec la présentation du grand chef Conrad Sioui et Wina Sioui. Alors, je vais vous les présenter avant de leur donner la parole, comme ça on aura la chance de les entendre au maximum. Donc, Conrad Sioui, grand chef de la nation Huron-Wendat, Wendake au Québec, de 2008 à 2020, et un leader autochtone et orateur engagé en politique. Au cœur de sa mission, il priorise les droits et les intérêts des Premières Nations tout en construisant des alliances stratégiques avec différentes institutions gouvernementales, provinciales, nationales et internationales. Gestionnaire de haut niveau, il offre son expertise dans différents mandats d'ordre stratégique, géopolitique, économique et social. Il a notamment représenté l'Assemblée des Premières Nations à Genève de 1985 à 1992 et il vient tout récemment de prendre les rênes du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec, devenant ainsi le premier représentant d'une Première Nation à diriger le conseil d'administration d'une société d'État. Il est accompagné aujourd'hui de sa nièce Wina Sioui. Wina est aussi Wendat et membre de la Première Nation Anishinaabe Atibiwini. Wina est bilingue, est membre du barreau du Québec et médiatrice accréditée. Après avoir travaillé près de 10 ans dans un cabinet juridique spécialisé en droit des Autochtones, Wina possède maintenant sa pratique privée, agissant à titre d'avocat de conseil pour une clientèle issue des Premières Nations, incluant l'Assemblée des Premières Nations, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et Femmes autochtones du Québec. Wina agit également à titre de présidente d'assemblée, de facilitatrice d'événements touchant les réalités et les droits des Premières Nations au Canada. Wina a représenté aussi juridiquement la PNQL, donc l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, et en plus de présenter des représentations orales et écrites devant l'enquête nationale sur les femmes et les filles assassinées et disparues et la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Wina possède aussi donc une solide connaissance et une expertise diversifiée des droits, réalités et cultures propres aux Premières Nations. De nature passionnée, fonceuse et créative, Wina est reconnue pour son professionnalisme, ses habiletés de négociatrice, son leadership et sa capacité de simplifier des questions complexes au bénéfice de sa clientèle. Alors, vous allez avoir une grosse demi-heure, 35 minutes pour nous faire comprendre les enjeux, les défis, les pistes pour le futur sur une question très complexe. Alors, vous avez peut-être 35-40 minutes devant vous. C'est tout un défi, effectivement, qui va vous demander beaucoup de capacité de rentrer au cœur du sujet. Alors, merci à vous. On a vraiment hâte de vous écouter, grand chef Sioui ainsi que Wina. Alors, Koyawiti,
Non, CEO, c'est un grand plaisir. C'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, avec vous tous et vous toutes aussi. J'aimerais remercier Valérie et Eva pour mon introduction. Bien sûr, Anna et Anwin, c'est un travail incroyablement important ce que vous avez fait. Ce sont des gestes de cette nature-là qui font qu'on avance et qu'on sent que nos jeunes sont impliqués, ils sont engagés aussi. L'engagement est extrêmement important. J'aimerais aussi, bien sûr, reconnaître le traité numéro 6, les nations qui l'ont toujours occupé, incluant tous ceux qui sont aujourd'hui nos alliés et qui prennent soin du territoire. Une pensée aussi spéciale pour la mère de Pierre. Cette maman-là a réussi à faire comprendre et instaurer dans la pensée de Pierre cette capacité-là d'inclure tout le monde. Et merci Pierre pour nous inclure. Merci pour nous accueillir aussi. C'est extrêmement apprécié. Je suis certain que Wina va dire la même chose. C'est le troisième événement de l'ACFAS. Le rapport final exige qu'on se penche aujourd'hui sur cette question-là de façon plus particulière. Le thème, c'est réclamer notre pouvoir et notre place. J'ai voulu voir qu'est-ce que le thème de cette rencontre-là voulait dire. Réclamer notre pouvoir et notre place pour les femmes. La dernière journée internationale à laquelle j'ai participé, c'est la journée mondiale, le 10 octobre dernier, la journée mondiale pour la santé mentale. Et le lendemain, il y a eu un drame épouvantable chez nous à Wendake où deux jeunes petits garçons de 2 ans et de 4 ans ont été tués par leur père chez nous, dans la communauté. Et j'ai jamais eu de cesse de penser à cette maman-là que j'ai rencontrée avec sa famille aussi. Et donc, ce sont des journées internationales qui sont toutes importantes, que ce soit la santé mentale, les femmes, d'autres journées qui nous sensibilisent sur les besoins de se rapprocher, puis les besoins de travailler ensemble et de briser les barrières et surtout de renforcer notre cercle, que je sens très fort aujourd'hui. Alors, ma perspective à moi sur la question de la journée internationale aujourd'hui, c'est que j'aimerais reconnaître la force de nos mères, la force de nos sœurs, la force de nos femmes, la force de nos filles, la capacité de faire avancer le monde vers ce qu'il doit être, c'est-à-dire un monde qui est inclusif, sans discrimination, un monde qui nous permet de croire que demain matin va être encore mieux que ce qu'on a connu dans le passé. Les commissions d'enquête, rapidement, j'ai participé de façon très active. D'abord, j'étais impliqué dans la crise d'Oka. J'étais vice-grand chef national avec George Erasmus, avec d'autres aussi, lors de la crise d'Oka. J'ai vu arriver la crise d'Oka. On l'a tous vu, ceux qui étaient impliqués, suite d'abord au rapatriement à la Constitution en 82. Qu'est-ce que c'était la Constitution canadienne? Pourquoi est-ce qu'on avait rapatrié cette Constitution-là? Et quels étaient les droits des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans la Constitution? C'était, comme on disait en anglais, c'était « ticket to go to court ». L'article 35 reconnaissait nos droits, mais on devait aller les prouver. On devait aller devant la Cour pour confirmer ces fameux droits-là, parce que si on ne passait pas par le biais de la Cour, bien, ces droits-là demeuraient fictifs. Alors, on s'est ramassé souvent devant les cours provinciales, les cours supérieures, les cours d'appel, puis c'est des processus qui durent entre 8 et 10 ans pour se rendre à la Cour suprême. Alors, ça a été ça, le rapatriement à la Constitution, les conférences constitutionnelles. Il n'y avait pas de place pour les Premières Nations, pour les Métis et pour les Inuits au Canada. C'est ce que Elijah Harper a démontré de façon très claire lors des événements de Meech. On a 2 peuples fondateurs, les Français et les Anglais. On a 2 ordres de gouvernement et ça va rester comme ça pour les prochains 100 ans. Est-ce qu'Elijah Harper est d'accord? Est-ce qu'Elijah Harper, avec sa plume d'aigle qui était oubliée dans une législature de l'Ouest canadien, est-ce qu'Elijah Harper va dire oui à ce renouveau-là qui n'en était pas un? Alors, Elijah Harper a décidé d'appuyer, en fin de compte, ce qui devait être appuyé, c'est-à-dire, on dit non. Non,
On a besoin d'avoir dans la Constitution canadienne une place qui nous est propre, une autorité qui nous est propre, un niveau de gouvernement qui nous est propre aussi. Et on ne l'a pas volé. Il n'y a pas juste deux peuples fondateurs, il n'y a pas juste deux ordres de gouvernement. Nous existons et s'il faut qu'on passe par les cours de justice, on va y aller. Et depuis 40 ans, depuis Calder, depuis Sioui, depuis Delgamuukw, depuis, on n'énumérera pas toutes les causes à la Cour suprême, mais on s'est constitué un rapport de force très convenable. Bien sûr, on va le continuer encore, on va le poursuivre, mais les questions demeurent difficiles parce que c'est toujours au bout de la ligne, après des efforts et beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, qu'on réussit à aller chercher un certain gain, puisqu'on n'a pas de reconnaissance constitutionnelle, donc politique, dans ce Canada-là. Alors, le rapport de la Commission royale, on l'a vu, il a été tabletté, on a travaillé très fort sur ça, quand même au-dessus de 400 recommandations. Et une recommandation, une des plus importantes recommandations, en tout cas, c'est quelque chose qui ressort très fort du rapport de la Commission royale, c'est que pour les femmes, les stéréotypes et le dénigrement qui maintient le racisme et le sexisme, c'est ce qu'il y a de plus dommageable dans cette société-là au Canada. Alors, on s'aperçoit qu'ils ont bien saisi le cœur du problème, c'est traitons nos femmes comme il faut, traitons nos filles, traitons nos mères, traitons nos tantes, respectons le matricentrisme canadien, là où tous les Iroquois, comme nous, les Wendat ou les autres Iroquois, même les autres nations aussi, ont été élevés, ont été éduqués, ont été enseignés, que ce sont d'abord nos mères, celles qui nous ont mis au monde, qui doivent être traitées avec honneur et dignité. Alors, c'est certain que si on ne reconnaît pas ça, on est déjà extrêmement handicapé comme société. On a bien beau crier qu'on est un des meilleurs pays au monde, mais on va aller regarder, puis tout à l'heure, il y a peut-être d'autres nations, d'autres peuples aussi qui vont nous pointer du doigt, parce qu'on a, semble-t-il, pas trop peur, nous autres, de pointer tout le monde du doigt et de parler de génocide ou de racisme systémique ou quoi que ce soit. Mais il faudrait peut-être se regarder un peu plus, faire une analyse aussi de où nous en sommes et où on va aller. Alors, moi, j'ai été élevé dans cette pensée-là avec des femmes, des mères de clan extrêmement fortes. Je vous fais grâce de tout le détail, mais on a été bien enseignés à cette étape-là, tout au cours de notre vie aussi. Et on a compris rapidement que ce sont nos mères, ce sont elles qui sont à la tête de nos nations, vraiment, vraiment. Ce ne sont pas juste des chefs qui viennent et qui partent après ça. C'est nos mères, c'est nos femmes. Alors, le rapport Les femmes disparues et assassinées, comme le rapport de la Commission vient au Québec aussi, parce que souvenons-nous qu'au Québec, il y a quand même 8 dames, Anishinaabe, Algonquins du Lac-Simon, qui se sont plaintes avec raison d'avoir été abusées, maltraitées, violées. Et on a vu que le rapport de police, le rapport n'a pas donné les résultats qui escomptés, que le rapport de la Commission vient tarde à rendre quelques réflexions, même recommandations, même implications qui auraient comme conséquence d'adresser la vraie problématique qui touche nos femmes. Alors, est-ce qu'on avait affaire à 8 menteuses? Est-ce qu'elles étaient toutes liguées pour mépriser ou dénigrer quelqu'un? La réponse n'est pas vraie. T'sais. Elles ont apporté des faits, des éléments, mais on ne les a pas encore crus. Puis on est en 2021. Alors, on est loin. Il ne faut pas se décourager, au contraire, il faut s'encourager. Je pense qu'on est ici ensemble aujourd'hui, du Québec ou de l'Alberta ou un peu partout. On parle en français dans un climat où on n'oublie pas aujourd'hui cette journée-là importante. Et puis, on a appris rapidement, jeunes aussi, que c'est le cercle qui, au bout de la ligne, va faire la différence. Alors, je m'aperçois que le cercle est fort et que le feu au centre du cercle, on est en train de le nourrir comme il faut. Il y a de la chaleur. Alors, on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne conférence. J'arrête là et je te passe la parole maintenant. Le bâton de la parole à Weena. Merci Conrad. Et justement, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'ACFA Alberta
puis à mon oncle qui est mon parrain aussi, mon ami, Conrad, et qui a été même mon client très longtemps. Oui, alors on est deux alliés, c'est pour ça qu'on a décidé d'être ensemble ici aujourd'hui. Ça montre un duo familial, mais qui sont alliés pour la défense des droits de la nation Huron-Wendat, mais de l'ensemble des nations au Canada. Et donc, merci de m'avoir inclus aujourd'hui. Puis, excellente présentation. Merci d'avoir partagé vos actions, Anouine et Anna. Et bien, c'est surtout un honneur pour moi aujourd'hui d'être ici avec vous. En cette journée extrêmement lumineuse, pleine de lumière, je suis certaine que ça va nous inspirer, ça nous inspire pour partager, faire des prises de conscience en cette journée internationale des droits des femmes. Alors, c'est sûr que j'aurais aimé ça être avec vous en personne. Je pense que probablement tout le monde aimerait ça encore plus que jamais en ce moment parce qu'on n'a pas le droit, mais ça va venir. Mais tout ça pour dire que moi, je m'adresse à vous aujourd'hui à Montréal, c'est le lieu où j'habite, et c'est le territoire de la nation Kanien'kehá:ka, le territoire traditionnel que la nation continue de protéger les terres et les eaux qui l'entourent. Alors, je suis une fière Wendat de la nation Huron-Wendat, mais je suis aussi, comme on l'a mentionné, de la nation Anishinaabe et particulièrement de la communauté Abitibi-Winni. C'est mieux connu sous le nom de Picogan, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Et ensuite de ça, alors, rapidement, qui je suis, j'ai peut-être un peu plus besoin de me présenter que le grand chef Sioux, parce que je suis un peu moins connue. Mais donc, j'arrive de la grande famille Sioux, une famille de passionnés, autant les femmes que les hommes, mais je pourrais vous dire que les femmes ont pris beaucoup de place. Hein. Moi, je pensais à ça l'autre jour, puis j'ai vraiment une chance incroyable d'être entourée de femmes fortes, pas parfaites. C'est ça qui fait la beauté de la chose, mais de femmes fortes et inspirantes, puis des modèles. C'est ça qu'on a besoin. C'est ce qui est inspirant pour croire en ses rêves, ou pour d'abord et avant tout avoir des rêves et y croire. C'est important de voir que quelque chose existe et que ça se peut de l'atteindre. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on avance dans la société au niveau des Premières Nations, parce que tout ça devient de plus en plus possible, le rêve et l'atteinte de ce rêve-là, et d'avoir encore plus de rêves parce qu'on a beaucoup plus de modèles. Bien que moi, quand je regarde mon passé, mon histoire, mes ancêtres, bien, je m'inspire beaucoup d'eux. C'est comme les ancêtres, les enseignements qu'ils nous ont apportés, bien, c'est comme le sang qui coule dans nos veines, dans mes veines. C'est ce qui me donne la force parfois. Des fois, je me dis qu'est-ce que je fais, où je m'en vais, mais quand on pense à tout ce qu'il y a en arrière de nous, bien, on peut juste poursuivre vers l'avant. Alors, c'est ce qui fait que j'ai d'abord fait un premier baccalauréat en éducation et en gestion, des études de deuxième cycle en gestion à l'UQAM en premier. C'était mon premier parcours. J'ai cofondé un cabinet de traduction multilingue. J'ai même embauché ma mère, qui est toujours là. Puis ma mère, d'ailleurs, je tiens à l'honorer aussi aujourd'hui parce que elle est retournée à l'université. Bien, je dis retourner, mais c'est pas le bon mot parce qu'en fait, elle a fait un secondaire. Elle n'a pas été à l'université, il n'y a pas de cégep dans ce temps-là. Et elle a élevé ses 4 enfants, dont je suis l'aînée. Et quand elle s'est séparée, elle est allée à l'université, elle a fait un bac en traduction. Et c'est incroyable parce que c'est une femme qui parfois croit que tout le monde autour est plus fort qu'elle, mais elle est très forte. Et elle était sur la liste du doyen. Je veux dire, je n'ai jamais vu ça. Elle était au-dessus d'une cinquantaine avancée. Liste du doyen, puis encore là, elle pensait qu'elle n'était pas encore assez bonne. Bien, ça, c'est souvent ce qui nous caractérise, je pense, les femmes. On pense souvent qu'on n'est pas au même niveau, puis on pense souvent qu'on a besoin de plus faire que les autres. Je parle ici des femmes des Premières Nations, mais je pense que je parle aussi pour beaucoup de femmes. Hein? On a tout le temps besoin de montrer qu'on est bonne parce que
il y a un passé derrière nous qui fait que on travaille encore plus fort, je crois. Mais ce qui fait que je suis retournée à l'université après parce que j'ai ressenti vraiment l'appel. Je me suis dit non, je dois moi aussi à ma façon apporter ma contribution à la défense et à la protection des Premières Nations et de la nation Huron-Wendat. Moi, mon rêve, c'était de faire un Siwi 2 parce que l'arrêt Siwi qui était remporté devant la Cour suprême en 1990 par Conrad et ses frères, mes oncles, mon père, c'est un combat qui a été mené et c'est extrêmement important. On l'apprend en droit. C'est ça, c'est mon deuxième bac, ce que je m'en allais dire. Mon bac en droit que j'ai fait à l'Université de Montréal, après ça mon barreau. Et je voulais poursuivre pour pouvoir y donner une application contemporaine, un respect par un peu, si je peux dire, les gouvernements étrangers à celui de la nation Huron-Wendat pour pouvoir avoir une application à ce traité-là. Et c'est ce qu'on a fait, ce qu'on poursuit de faire aussi. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée cogner pour faire mon stage, je suis allée cogner à la porte d'une sommité au Canada, celui avec qui on a gagné l'arrêt en Cour suprême, Maître Peter Hutchins, et j'ai travaillé avec lui pendant plus de 10 ans. Et j'ai ensuite, là, comme le mentionnait Eva, j'ai fondé ma propre pratique, en fait. Et c'est ce qui fait que ça m'a amené à travailler justement avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, avec le chef régional Ghislain Picard, et j'ai représenté, c'était pas une mince tâche, c'était gros, j'ai représenté la PNQL devant les 2 commissions d'enquête parce qu'on a parlé en ce moment, un peu plus tôt, là, avec Anouine et Anna, de l'enquête nationale, mais cette enquête nationale-là se déroulait à travers le Canada, mais en même temps, l'enquête nationale a été mise en place en 2016 et en 2016 aussi, la commission vient. C'est une commission qui était vraiment basée au Québec et qui a analysé de façon beaucoup plus approfondie et plus en détail les témoignages au Québec, mais ça visait 6 services gouvernementaux qui étaient offerts aux Premières Nations au Québec. Et alors, j'ai représenté devant ces 2 commissions d'enquête-là et les 2 ont même déposé leur rapport final en 2019 aussi. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus ensuite, mais pour vous dire, pour revenir à ma famille, bien, je viens d'une famille, vous allez voir, avec un sourire, le grand chef, tout le monde a un sourire, puis je pense que c'est vraiment de la nature des Premières Nations aussi, avoir un sourire, puis un goût de rire, mais de façon positive pour avancer. Puis ça, je dois ça, entre autres, à la mère de Conrad, qui est ma grand-mère, la docteure Éléonore Siwi, qui, elle, est je ne veux pas la vanter pour ça, mais c'est un fait, c'était une femme vraiment, femme forte, qui, elle, était une des premières à s'être séparée, s'être divorcée. C'est assez spécial, mais c'est une femme qui a défriché devant nous et qui a élevé ses 7 enfants avec peu de moyens financiers, mais avec un primaire en main. Elle a fait un doctorat à l'université. En tout cas, je peux vous dire que moi, il fallait que je l'appelle docteur. On devait l'appeler docteur. Il devait l'avouer. Mais c'est comme ça que j'ai appris aussi le respect, puis de voir que fallait que je me relève les manches si je voulais faire quelque chose qui pouvait se distinguer à ma façon, parce que il y a beaucoup d'autres personnes avant moi, qui l'ont fait. Alors, c'était pas si évident. Alors, pour revenir, là, je vais essayer d'aller plus rapidement aux enjeux là, des 2 commissions d'enquête. Et alors, comme vous le savez toutes et tous, les enjeux de sécurité et de violence auxquels font face les femmes des Premières Nations dans l'ensemble du pays, c'est extrêmement préoccupant, troublant. Les femmes et les filles autochtones et Premières Nations, entre autres, sont souvent ciblées, mais particulièrement parce qu'elles sont des femmes et parce qu'elles sont des femmes issues des Premières Nations. Et puis ça, c'est un des premiers constats que la Commission vient et l'enquête nationale a fait, c'était que les femmes des Premières Nations sont victimes d'une double discrimination. Sont victimes d'une double discrimination parce que d'une part, c'est des femmes, d'autre part, elles sont membres des Premières Nations. Alors, beaucoup d'effets qui découlent de la colonisation, de la colonialisation, et qui perturbe encore aujourd'hui, Alors, c'est cette gravité-là et cette persistance-là de la situation qui est telle que même les agences internationales, l'ONU s'est penchée, a analysé
le phénomène endémique et de la discrimination et ses effets sur les femmes autochtones au Canada. Et puis, comme le mentionnait le grand chef Sioui, je l'appelle encore grand chef Sioui, mais c'est pas un manque de respect si je l'appelle Conrad devant vous. Je pense pas que ça te dérange pas que bon. Alors, c'est ce que Conrad mentionnait. Hein? Il y a combien d'enquêtes, combien de commissions d'enquête va falloir encore faire? Il référait à une enquête, la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones qui a rendu son rapport en finale en 91, si je ne me trompe pas, et qui est énorme. 96. Pardon, oui, 96. Ça a été mis en place en 91. Merci. Merci. Et tout est dit là-dedans, hein? Puis c'est souvent ça qu'on a le sentiment, là, que combien de fois va falloir redire, combien de fois on va se faire... c'est bien d'être écouté, c'est bien d'avoir une chance de dire ce qu'on a à dire, c'est très important, mais ça prend des actions, puis c'est ce dont sur quoi on veut se pencher aujourd'hui aussi, là, mais c'est les commissions d'enquête, souvent les rapports, bon, ce qu'ils font, c'est qu'ils accumulent malheureusement souvent de la poussière sur les tablettes d'un parlement quelque part et tardent difficilement à avoir une portée ou une action, parce que pourquoi une commission d'enquête, ça formule des recommandations. Alors sans volonté politique, les recommandations, il demeure des espoirs ou demeurent des belles paroles écrites. Donc, c'est un constat qu'on fait. Et l'enquête nationale, justement, elle a été mise en place sur la base de l'action numéro 40, l'appel à l'action numéro 41 de la Commission Vérité et Réconciliation, qui a rendu elle-même son rapport en 2015. Alors, on bâtit comme ça. Et cet appel-là portait justement sur la nécessité de mettre sur pied une commission d'enquête publique chargée de se pencher sur les causes de la discrimination et de la victimisation des femmes et des jeunes filles autochtones et les moyens possibles pour y remédier. Alors, maintenant, où on en est? Ah oui, je voulais vous donner un extrait aussi. Il y a Maître Fanny Lafontaine, c'est une experte du droit international et qui travaille à l'Université de Laval, qui est professeure. Elle a été nommée comme enquêteur indépendante, vérificatrice indépendante et neutre pour veiller aux enquêtes d'un corps policier sur justement toutes les plaintes qui ont été faites contre des policiers par les Premières Nations, les femmes des Premières Nations, d'abord de Val-d'Or, comme le référait Conrad un peu plus tôt, donc les femmes de Val-d'Or, et après des femmes des Premières Nations de partout au Québec. Alors elle avait la charge de veiller sur ces enquêtes-là. Et dans son premier rapport qu'elle a rendu en 2016, 15 novembre 2016, elle disait justement « Les plaintes des femmes autochtones de Val-d'Or et d'ailleurs servent de catalyseur à un mouvement de dénonciation, de solidarité et de refus de laisser perturber des situations d'injustice. » Elle a mentionné aussi que c'est pas parce que les plaintes n'ont pas débouché en des accusations criminelles que ça fait que ces femmes-là, comme le mentionnait Conrad, que ce n'est pas vrai qu'on ne les croit pas, on les croit. Mais ça montre qu'il faut aller plus loin et que c'est pas le seul, c'est pas la route. Et oui, il faut prendre cette route-là, mais c'est pas comme ça qu'on va changer les mentalités, puis qu'on va changer une population, puis qu'on va adresser la discrimination systémique, puis la violence qui est faite envers les femmes des Premières Nations. Il faut trouver autre chose de plus. Alors, une fois que les commissions d'enquête ont rendu leur rapport en 2019, la commission vient, elle rendait son rapport, justement, c'était en décembre, je crois, 2019. Et en fait, juste aussi un aparté pour vous dire que depuis le début, les différents gouvernements des Premières Nations au Québec demandaient une commission d'enquête spécifiquement sur la police. La relation entre la police puis les Premières Nations et d'abord les femmes des Premières Nations. Ce qui a été mis en place après beaucoup de travail, parce qu'au début, c'était non. Et on ne mettra pas d'enquête, on ne fera pas d'enquête publique là-dessus. Non. Après ça, bon, OK. Mais d'abord, on va le faire, mais pas juste sur la police, on va le faire sur 6 services. C'est énorme, c'est important, c'est un travail extrêmement important. Je ne veux vraiment pas enlever l'importance ou le respect du travail qui a été accompli, mais c'était un peu noyer le poisson dans l'eau parce que en mettant 6 services, bien, on ne faisait pas le focus sur la relation policière qui est extrêmement qui est extrêmement importante et un point
une question sur laquelle il faut se pencher parce que c'est une relation qui est très difficile entre les Premières Nations et les femmes des Premières Nations et la relation avec la police. Mais quand même, on a pu l'adresser aussi. Alors, ensuite de ça, bien, pour vous dire, le rapport justement de la Commission vient au Québec a été reçu avec beaucoup de, je pourrais dire, de déception, puis je pourrais utiliser aussi le mot un peu colère parce qu'il n'y avait aucune recommandation justement qui adressait les forces policières provinciales au Québec. On avait encore là ici un silence à cet effet-là. Oui, on a dit qu'il y a des actions urgentes et efficaces qui étaient nécessaires pour adresser la discrimination qui est faite aux femmes, mais rien qui était précisément fait pour réparer la relation brisée entre les forces policières et les femmes des Premières Nations, puis pour adresser les abus de la police envers nos femmes, les femmes des Premières Nations. Les femmes ont été considérées un peu comme les grandes oubliées du rapport. Mais je peux vous dire une chose par contre, c'est que j'ai été témoin là, de l'extrême immense travail qui a été fait, puis de l'écoute qui a été faite. Mais après ça, qu'est-ce qui en reste? Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je pourrais dire que c'est triste à dire, mais en ce moment, je ne pourrais pas dire qu'il y a tant de choses qui ont été faites. Oui, au Québec, le premier ministre du Québec a donné des excuses. Oui, il a adopté une motion concernant la Déclaration internationale de l'ONU sur les peuples autochtones, mais concrètement, à part des annonces de financement, pas eu grand-chose. C'est ce qui est triste. Je pourrais dire aussi, c'est certain, le gouvernement du Québec et du Canada a aussi eu des impacts, vécu les impacts de la pandémie. C'est sûr que ça l'a retardé. Alors, on est encore en train d'attendre des changements. J'ai remarqué aussi, j'ai lu, j'avais pas vu ça, mais en lisant un peu pour me préparer pour aujourd'hui, j'ai vu que le Canada s'inspirait de l'approche qui a été prise par le Yukon. Un plan d'action national et une réponse du Yukon faite au rapport final de l'enquête nationale semble très, très encourageant et inspirant. Il pourrait changer un peu, je pourrais dire, pour changer l'histoire et l'histoire par rapport à la justice aux femmes des Premières Nations. Alors, on pourrait s'en inspirer aussi. C'est d'ailleurs ce que le Canada dit. Alors, moi, c'est un petit peu ici là, qui fait le tour là, de ce que je voulais vous dire. Et peut-être avant de redonner la parole à Conrad, je pourrais vous dire que pour ma part, la façon ultime d'éradiquer le fléau que représente le racisme systémique, c'est clair que ça doit passer par l'éducation. L'éducation, pas juste la formation des policiers. Oui, c'est extrêmement important de former des policiers qui comprennent la culture des Premières Nations, leur réalité, pas juste un cours de 2 heures qui auraient peut-être pu dormir, puis on ne saura pas. Non, une formation, c'est extrêmement important, continue, valide, tout entière un rôle à jouer. La réconciliation, c'est le travail de tout le monde. Parce que le gouvernement fédéral, provincial, les fonctionnaires, c'est qui? Bien, c'est tout le monde. Quand on rentre à la maison, on rentre avec son enfant, son mari, son père, peu importe, mais ce sont des gens qui font partie de la société et toute la société est visée et a un rôle à jouer. Et justement, je voulais citer, revenir, on est dans un contexte universitaire, l'éducation c'est très important, puis je voulais revenir à une citation qui moi m'inspire beaucoup, c'est celle de Nelson Mandela qui disait que justement l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Alors souhaitons, à l'instar de Nelson Mandela, que l'éducation soit l'arme qui changera les mentalités, qu'un processus de réconciliation et de reconstruction sera révélateur de changement et de rapprochement sincère et d'une justice pour nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos alliés, nos grands-mères, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour cette heure. Conrad? Merci, Wina. Moi, je conclurai en disant que la recherche qui se produit aujourd'hui, comme hier aussi, c'est toujours d'être capable de parler pour nous-mêmes, d'agir pour nous-mêmes,
s'exprimer dans nos mots, être capable de faire valoir nos idées et pas toujours avoir cette façon colonialiste-là, souvent trop encore, où tu as des anthropologues, des historiens, des sociologues qui disent « Ah, ils veulent dire telle chose. Ah, les Premières Nations, les Métis, les Inuits, c'est ça qu'ils veulent exprimer. Leur grand-mère, quand elle rêve, c'est voici, on va même vous dire de quoi elle rêve et qu'est-ce qu'elle pense, la grand-mère. » Alors ça naît du colonialisme et des relents de colonialisme qu'il faut changer aussi. Je pense qu'on est rendu dans une époque, et j'étais heureux d'entendre Anna et Anwin l'exprimer à leur manière aussi. Cette volonté-là de prendre une réalité, prendre une situation, de voici où nous en sommes, voici comment nous voulons la faire valoir et nous voulons l'exprimer directement. Alors, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est la question de la responsabilité. C'est vrai que, comme Wayne a dit, l'éducation, c'est fondamental. Le développement de nos ressources humaines, on s'aperçoit que dans beaucoup de nos communautés, on a des ressources humaines qui n'ont pas suffisamment reçu cette formation-là pour prendre en charge certains rôles, certains postes, certaines responsabilités clés. Mais je pense qu'on a avancé aussi, puis qu'on continue d'avancer. Puis la preuve, c'est qu'on est ensemble. On est dans un milieu universitaire, puis on s'aperçoit qu'on a des ressources qui souvent nous surprennent. Moi, en particulier, je me dis « Wow, c'est incroyable, ça. » Je m'aperçois qu'on a des personnes extrêmement compétentes, formées, qui ont une vision du monde qui est très, très large, une vision de leur propre réalité à travers, qui nous permet de croire que demain matin, ça va être encore beaucoup mieux parce que il y a des échanges qui font qu'on est capable maintenant de croire que cette alliance-là, elle a grossi. La reconnaissance mutuelle, c'est la clé de la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation si on ne se reconnaît pas de façon mutuelle et si on n'est pas capable de se dire égaux et d'être capable aussi de se reconnaître comme partenaire de vie, partenaire d'action, partenaire dans tous les domaines. Bien sûr, souvent, le gouvernement fédéral, on s'aperçoit encore qu'il y a des relents de colonialisme qui existent. Et même dans les gouvernements provinciaux aussi, où on va dire, alors les Premières Nations, les communautés autochtones, elles sont responsables de leur milieu, de leur réserve, de leur village, mais en dehors de leur réserve, de leur village, ils sont des citoyens comme tout le monde, puis on va leur donner des services qui relèvent des lois d'application générale des provinces. Et les droits des traités, à ce moment-là, deviennent à peu près abandonnés. Et ils n'ont plus beaucoup de force, etc. Alors, moi, j'ai toujours pensé, puis je continue de le croire, qu'on est capable de répondre aux besoins de notre monde, peu importe le situs, peu importe le lieu où on demeure. On n'est pas des Hurons-Wendat, on n'est pas des Cris sur une réserve indienne. On est des Premières Nations, des Métis, des Inuits sur un territoire donné qu'on appelle un territoire national. On appelle ça le Niuwantio, le Nitassinan, les Yuwechi, peu importe. Alors ça, c'est un facteur, c'est quelque chose qu'il faut atteindre. Parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est que si on laisse, par exemple, j'ai rien contre ça, les centres de services comme les centres d'amitié autochtones, mais ils ne viennent pas d'une base où on a eu un processus démocratique qui a fait qu'on a nommé, élu des représentants qui se rapportent au peuple, à l'ensemble du peuple, de façon régulière. Alors, c'est souvent, parce que c'est des créations des provinces, c'est souvent les gouvernements provinciaux qui vont dicter et aligner les politiques qui vont être prises pour le suivi des programmes et des services au niveau des Premières Nations ou des groupes autochtones en particulier. Alors, c'est pour ça qu'on s'aperçoit que le leadership des Premières Nations en particulier, même Métis et Inuit, revendique ce droit-là de parler pour nous, d'agir pour nous et d'être capable d'être une gouvernance assez élargie pour répondre aux besoins de tous nos membres. Alors ça, c'est un facteur extrêmement important. Les femmes, ce ne sont pas les femmes de quelqu'un. Nos femmes, non.
tout le monde a sa propre culture, sa propre personnalité, et on n'est pas les gens de personne. On appartient à des entités, des nations, des regroupements. Et pour terminer, ben moi, je vois tout simplement beaucoup d'optimisme. Je suis extrêmement encouragé. Il faut que le matricentrisme reprenne sa place là où il doit prendre sa place. On ne peut pas vivre dans un climat où on va mettre en danger nos personnes, nos jeunes, nos enfants. Et dans cet esprit-là, je pense que je veux remercier tout le monde aujourd'hui. Une pensée spéciale à tous ceux qui ont organisé ce forum-là, qui l'ont mis en place et qui nous permettent ensemble de nous exprimer, de parler, de raconter notre histoire un peu comme Wina l'a fait, d'où elle vient, puis vers quoi elle tend. Je pense qu'on a tous quelque chose à apporter dans ce cercle-là. Et je veux aussi terminer en disant que l'avenir nous appartient. Personne ne va nous donner l'autodétermination. Personne ne va nous donner des outils. On va peut-être avoir des possibilités, mais personne ne va nous apporter ça sur un plat. On va le faire ensemble, on va le construire. On va sculpter notre avenir. Et c'est ensemble qu'on va le faire. Merci encore. Et maintenant, on est prêt à discuter et à avoir un échange. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre présentation. Puis j'ai strictement rien à dire, grand chef Sioui, parce que vous avez fait une conclusion à votre prise de parole remarquable et vous avez même amené les questions-réponses. Alors, j'ai rien à faire si ce n'est que de vous inviter à poser vos questions. On est extrêmement chanceux parce qu'on a une bonne quinzaine de minutes pour poser nos questions à nos quatre invités. Alors, vous pouvez soit utiliser le chat, soit utiliser vos petites mains bleues en cliquant sur participants, puis lever la main.